Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Gilliot et je vous présente Félix Saint-Maxent. Nous sommes tous les deux cadres de santé et copilotes sur la thématique droit et information des patients au niveau de l'hôpital de Lens. Et donc aujourd'hui, on se propose de vous présenter le sujet des directives anticipées. Donc, les directives anticipées, elles existent donc depuis la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti. Donc, en fait, c'est un document qui est écrit, daté et signé, permettant à une personne majeure de préciser ses souhaits concernant les soins médicaux qu'elle souhaite recevoir ou justement ne pas recevoir si elle n'est plus en capacité de s'exprimer. Donc en fait, ces directives anticipées ont une validité illimitée, mais elles doivent être appropriées parce qu'effectivement, en fonction des nouveautés médicales, etc., il faut au niveau médical, s'il y a un médecin qui puisse quand même dire si c'est toujours d'actualité ou pas par rapport à ce qu'il en est actuellement. Elles ne sont pas valables en situation d'urgence puisqu'on n'a pas le temps de vérifier les directives anticipées en situation d'urgence vitale notamment. Elles doivent être donc du coup accessibles, donc l'idéal sur soi ou confiées à sa personne de confiance. Également, elles sont modifiables à tout moment. Et en fait, c'est quand même un outil, elles sont essentielles en fait pour garantir le respect des choix individuels de chacun en matière de santé. Parce qu'effectivement, on sait, lorsque le patient n'est pas en capacité de s'exprimer, les directives anticipées priment sur l'avis de la personne de confiance et les proches. Donc en fait, effectivement, c'est dans cet ordre-là que ça sera décidé. Donc elles peuvent être également inscrites au niveau de mon espace santé par rapport à l'accessibilité. Au niveau des patients sous curatelle, donc c'est possible de rédiger les directives anticipées. Par contre, pour les patients sous tutelle, il faudra un accord du juge des tutelles pour pouvoir aider le patient à éventuellement les faire. Et donc sur le centre hospitalier de Lens, donc nous avons mené quelques actions afin de les promouvoir. Donc tout d'abord, on a monté un groupe de travail, un groupe référent, composé de représentants des usagers, composé aussi de soignants, et donc sur lequel on a fait un petit peu un état des lieux. Les soignants nous ont fait remonter un petit peu leurs difficultés, etc. pour aborder le sujet. Les représentants des usagers nous ont fait part de leur représentation des directives anticipées, et à partir de là, on a décidé d'axer notre travail sur deux axes. Le premier axe a été sur les soignants, donc où on a mis en place les outils pour le recueil des directives anticipées. Donc que ça soit sur le dossier patient informatisé pour pouvoir recueillir celui-ci. On leur a aussi donné accès au formulaire de la Haute Autorité de Santé. Ce formulaire, donc on l'a rendu accessible via plusieurs moyens, via tout d'abord intranet, donc le site de l'hôpital de Lens, mais qui est dédié aux professionnels de l'établissement. On l'a aussi rendu accessible sur notre site intranet, comme ça il est aussi accessible au niveau de la population, pour les patients. Et à côté de ça, les soignants nous avaient fait remonter aussi des difficultés à aborder le sujet auprès des patients au moment de leur arrivée au sein des services. Donc on a mis en place une formation avec le partenariat des représentants des usagers et puis aussi d'une société extérieure pour pouvoir faire une formation qui rappelle un petit peu la réglementation, et deux vient aussi faire donc du coup, pour quand aborder donc le sujet des directives anticipées, donc en fait à l'hôpital nous avons le devoir d'informer le patient sur les directives anticipées. Donc nous avons le devoir d'informer le patient par rapport à ça, mais également de récupérer les directives anticipées lorsqu'elles sont rédigées, puisque nous en avons besoin pour savoir par rapport à la prise en charge du patient. Par contre, de ce fait, en phase aiguë, ça reste quand même un sujet très compliqué
puisque le patient vient à l'hôpital pour être soigné à un moment T, à un instant T, et donc du coup lui parler de qu'est-ce qu'il voudrait s'il n'était plus en état de s'exprimer. Généralement, c'est un peu difficile à aborder, tout au moins sur cette situation-là, sur cette phase aiguë. C'est la raison pour... Et en fait, sur tout ça, ça a été notamment relevé lors de notre groupe de travail, donc avec les soignants et les représentants des usagers, sur le fait qu'en fait, l'idéal, ça serait que ça soit travaillé en amont de l'hospitalisation, et ça pour toute la population, en fait. Ouais. Et pour nous, en fait, il est vraiment crucial que ce sujet-là soit abordé en amont, que le patient ait le temps avec son entourage d'y réfléchir. C'est une réflexion qui doit être mûrie, qui peut évoluer aussi dans le temps. Tout à l'heure, Peggy parlait aussi des évolutions médicales, et donc en effet, on peut très bien revoir ces directives anticipées de différentes manières. Mais nous, il faut bien se rendre compte que ces directives anticipées, ça permet de s'assurer déjà que le patient va recevoir un niveau de soins qui est en lien avec ce qu'il attend et avec ce qu'il souhaite. C'est de respecter vraiment son choix. Pour nous, on estime aussi qu'il est important de mettre l'accent sur le fait que il est important que le patient les pense, les écrive, mais les communique aussi, parce que entre guillemets, lui il peut les avoir en tête, mais si elles sont pas accessibles, si elles ne sont pas connues, elles ne seront pas respectées. Pour nous, ça doit être vraiment fait en amont de l'hospitalisation, parce qu'on se rend compte que l'hospitalisation n'est pas le meilleur moment pour réfléchir de manière sereine à ces directives anticipées. Donc c'est pourquoi, effectivement, avec la collaboration des professionnels de ville, c'est un travail vraiment en collaboration, puisque nous, effectivement, lorsqu'on leur parle des directives anticipées, il faut qu'ils aient un minimum de notions, savoir ce que concrètement ça engendre pour eux, en fait, puisque c'est par rapport à leur prise en charge, mais après, effectivement, s'ils n'ont pas fait l'écrit, qu'ils puissent effectivement tout au moins en avoir parlé aux proches, parce que même par rapport aux proches, c'est pour ça qu'on allie beaucoup la famille avec dans la prise en charge là, puisque généralement, lorsqu'il se passe quelque chose, lorsque le patient n'est plus en état de s'exprimer, le corps médical en parle à la personne de confiance et aux proches, mais si la personne de confiance et les proches ne sont pas au courant des dernières volontés, entre guillemets, du patient, donc du coup, c'est vrai que ça permet aussi de décharger en fait la famille, ou les proches, des décisions qui puissent éventuellement être compliquées à prendre. En fait. Oui, tout à fait. C'est leur rendre service aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que là, au niveau partenariat avec la ville, pour nous, nous trouvons que c'est très important. Notre deuxième axe de travail a été la communication auprès des patients et de leur entourage. Alors pour ça, on a pris plusieurs supports. On a tout d'abord créé une affiche avec l'aide du groupe référent. Donc on a essayé de faire vraiment une affiche avec qui soit avec des tons assez légers, etc. Avec notamment aussi les données que peuvent se poser les patients sur leurs directives anticipées, sur le fait, comme disait Peggy, qu'elles doivent être accessibles, qu'il peut y avoir un refus d'obstination déraisonnable, qu'elles n'ont pas de limite de temps, elles peuvent aussi porter sur le choix des actes et des traitements médicaux, et qu'elles peuvent être mises aux personnes de confiance, aux médecins traitants, aux proches, enfin voilà. Dessus, on a mis aussi certains slogans qu'on a travaillé avec les représentants des usagers, et ici, à l'aide du QR code, nous leur donnons accès au formulaire de la HAS. Alors, on a pris le choix du formulaire de la HAS parce que, déjà, il était travaillé et il nous semble assez complet, et que l'on ne voyait pas l'importance de refaire à nouveau un formulaire, alors que d'autres personnes y avaient déjà travaillé sérieusement. Mais tout en sachant que le formulaire HAS n'est pas le seul, il y a d'autres formulaires disponibles et il peut être aussi également fait sur papier libre, mais tout en sachant qu'il faudra bien penser à mettre les différents éléments, que ce soit
sur les éléments d'identité, il y a les lieux de naissance aussi, et puis il y a différents du coup items qu'on risque de du coup oublier lorsque on le met directement sur papier libre. Mais bon. Nous, le formulaire de la HAS nous a semblé quand même assez complet et au moins pouvant bien guider le patient, parce que ça reste toujours un moment assez difficile, un moment compliqué, dans le sens où il faut réfléchir à plusieurs éléments auxquels on ne pense pas instinctivement. Notre deuxième axe de communication, en fait, c'était sur le livret d'accueil déjà de l'hôpital de remettre à jour le paragraphe sur les directives anticipées et d'y ajouter en fait un flyer, donc où en première de couverture on retrouve cette affiche qui est disposée au sein de l'établissement sur des lieux stratégiques, dans les couloirs de passage, dans les zones d'attente au niveau des consultations, entre autres. Et dans tous les services de soins de l'hôpital. Oui. Et le flyer, alors on a souhaité faire un flyer là qui était alors sous forme d'un roman photo. Le but étant d'attirer l'attention sur un support qui est un peu différent du reste du livret d'accueil et en même temps en fait de provoquer, pour le coup là c'est un échange entre le patient et son entourage. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle on a choisi avec des membres du personnel de mettre en image un couple où le patient vient d'être admis et où il y a une discussion qui s'entame entre lui et sa compagne. Vous voulez que ça soit ludique et que ça engendre un peu la curiosité aussi un peu des patients à aller voir. C'est la raison pour laquelle on a voulu aussi que ça reste coloré et pour qu'ils puissent justement être curieux d'aller voir ce document. Oui, tout à fait. Donc en reprenant vraiment des questions de base sur de quoi parle-t-on, de ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas par moment où on n'est plus en mesure de s'exprimer. Et à la fin, en quatrième de couverture, là, c'est vraiment pour les inviter à se rapprocher des équipes soignantes, parce qu'on est là pour les conseiller. Donc voilà, ça a été les différents axes de communication que nous avons travaillé avec le groupe référent. Et en tout cas, on vous remercie de votre écoute et de nous avoir consacré du temps. Et puis, espérons pouvoir travailler dans le sens du patient avec vous. Merci beaucoup.